Alors, les marionnettistes, bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, ils se portent très bien, les marionnettistes, ça va. De temps en temps, ils changent de marionnette, mais ils savent garder, effectivement, tirer les ficelles, selon l'expression consacrée. Alors, il y a quelque chose dont on parle, vous savez, on parle beaucoup, voilà, on vient d'en parler, la mainmise du seul milliardaire américain qui mérite d'être voué aux gémonies et d'être pendu en place de Grève ou guillotiné place de la Concorde, etc. Évidemment, je parle d'Elon Musk. Mais c'est drôle, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Et je voudrais parler juste de George Soros. On en a parlé déjà de George Soros, vous savez, le milliardaire hongrois qui a aujourd'hui cédé les rênes de son empire à son fils, Alex Soros. Simplement quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le Conseil européen pour les relations internationales, qui est le premier think tank en importance pan-européen. Conseil européen pour les relations internationales, ECFR en anglais bien sûr, fondé en octobre 2007. Alors, effectivement, on va en parler. Bonjour Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour Monsieur Berkoff. Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, vous avez reçu pour ce remarquable livre, je le dis, Soros et la société ouverte aux éditions Culture et Racines, parce que c'est très intéressant, encore une fois. Je constate que les différentes contributions de Soros à la culture ouverte, notamment les millions qu'il a donnés contre le Brexit en Grande-Bretagne, les millions qu'il donne à un certain nombre d'associations, vous les connaissez mieux que moi, de journaux, de publications, je dirais les millions, peut-être les milliards, ça a été donné à part quelques commentaires dans un silence assourdissant depuis des dizaines d'années. Mais voilà-t-il pas que depuis 2 ans, Elon Musk achète X, alors là, ça ne va plus du tout. On sent que c'est vraiment le début de, je ne sais pas moi, de Pol Pot qui arrive. Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, je voudrais qu'on s'arrête là parce que les noms qui sont dans cette société, dans ce think tank, qui est un think tank lobbyant, le Conseil européen pour les relations internationales, de quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est un think tank qui a été fondé sous l'impulsion de George Soros et qui regroupe de personnel politique, médiatique, comment dire, même des gens de l'OTAN qui cherchent à donner une forme commune à la politique européenne, à l'orienter. C'est un outil d'influence, un think tank en fait qui a été créé sur le modèle du Council on Foreign Relations américain, qui lui oriente les politiques américaines dans un sens globaliste. Mmh. Et donc c'est intéressant de voir que effectivement, d'ailleurs c'est assez transcourant, hein, puisque au sein de cette ECFR, qui est vraiment d'orientation, je dirais, de gauche, et puis ce qui se voudrait vraiment l'extrême centre, comme on l'appelle maintenant. Oui. Eh bien, il y a aussi des figures même conservatrices qui interviennent. Parce que c'est vraiment l'idée. Moi, je dirais c'est un petit peu comme le dîner du siècle en France. C'est quelque chose comme ça, mais à l'échelle pan-européenne. Voilà. D'accord. Et alors, il y a différents outils comme ça qui existent. C'est pour ça que quand on avait parlé d'ailleurs dans votre émission, si Soros, la fondation Soros investissait moins en Europe, qu'est-ce qui allait se passer? Je vous avais dit justement, il y a tous ces outils qui ont été déjà mis en place, European Council on Foreign Relations, German Council on Foreign Relations, le personnel de ces think tanks d'influence globaliste passe d'un think tank à l'autre. Ils sont souvent issus de la fondation Soros elle-même. Voilà, donc c'est si on mêle ça avec le reste, voilà, on a des outils d'influence conséquents à l'échelle européenne. Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, est-ce qu'on peut dire que ces think tanks, d'ailleurs de quelque bord qu'ils soient, sont quand même, on peut dire qu'ils sont des lobbyistes, parce que quand on a parlé à Nathalie Loiseau, comme ça, Nathalie Loiseau, députée européenne, qui fait partie de ce Conseil européen, et d'ailleurs qui s'en enorgueillit et s'en vante, elle dit, mais non, ça n'a rien à voir avec des lobbies. Est-ce que vraiment ça n'a rien à voir avec un lobby ? Non, bien sûr que c'est du lobbying, parce que en fait c'est de l'influence dans une certaine
directions. Par exemple, il y a un exemple simple, c'est quand il y a eu la grande crise des réfugiés en 2015, suite à la guerre en Syrie. Eh bien, Oui. vous avez Merkel qui a parlé et qui a parlé à la télé allemande et qui a proposé un plan pour intégrer le million de migrants qui allaient arriver. Et ce plan devait répartir les migrants à travers l'Europe. Et en fait, voilà. Et quand vous regardiez, en fait, ce plan avait déjà été exactement le même plan avait été émis par Soros, qui préconisait les mêmes choses, et avait été repris par un autre think tank qui s'appelle l'European Stability Initiative, qui est connecté à l'ECFR et qui est dirigé par une personne qui s'appelle Gerald Knaus et qui est liée à l'Open Society Foundation. Là aussi, l'European Stability Initiative a été fondée avec des fonds de Soros. Au moment de sa fondation, Gerald Knaus est allé même rencontrer Soros aux États-Unis. Donc en fait, si vous voulez, là maintenant, moi je l'analyse comme ça, on parle de l'influence de Musk comme si c'était quelque chose de nouveau. Oui. Mais ça fait des décennies que des milliardaires, comme on les appelle, philantro-capitalistes, moi je les appelle philantro-globalistes, exercent une influence via toutes ces ONG, toutes ces fondations, tous ces think tanks, et elle l'exerce directement sur le personnel politique européen, et c'est assez problématique puisque finalement ça court-circuite complètement le processus politique institutionnel auquel les citoyens sont conviés. Mais ce qui est intéressant, sans vouloir défendre quoi que ce soit Elon Musk, lui, enfin que je sache, alors évidemment que c'est un multimilliardaire, je ne sais pas s'il est globaliste ou pas, mais lui ne finance pas, que je sache, des ONG un peu partout sur le continent. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, c'est la différence. En fait, je dirais que ce qui va être intéressant avec Elon Musk, c'est qu'à la limite, on pourrait avoir un retour à une forme d'impérialisme plus classique, qui est visible. Parce que Elon Musk, finalement, dit ce qu'il veut faire. Il veut avoir une influence sur les droites européennes, et il veut... finalement, c'est la politique, parce qu'en fait, il y a une vision géopolitique derrière ça. Bien sûr. Pour les mondialistes type Soros, l'idée, c'est que vraiment d'arriver à une autorité mondiale unique qui serait la forme politique des intérêts des grands financiers. Pour les financiers comme Musk, leur intérêt, c'est réellement un intérêt, je dirais, à la fois américano-centré et aussi effectivement technocratique. Donc ils vont jouer leur jeu, ils vont faire peut-être ce que Cecil Rhodes préconisait au siècle dernier et qui disait si vous voulez la sécurité intérieure, vous devez devenir impérialiste. Donc je pense que ce sera une forme d'impérialisme finalement plus visible. Mais c'est deux attitudes quand même qui peuvent s'affronter, qui vont s'affronter, qui s'affrontent déjà. C'est deux attitudes qui s'affrontent aux États-Unis et donc par extension dans le reste de l'Occident et donc chez nous. Et nous sommes la dernière forteresse, si vous voulez, en quelque sorte, en Europe, du globalisme pur. C'est ça, oui, maintenant, le globalisme est pris dans une sorte de Yalta conservateur entre les États-Unis de Musk et la Russie et la Chine et les pays illibéraux d'Eurasie. Ouais. Donc il ne reste plus que cette espèce de bastion que défendent les macroniens, en quelque sorte. Oui, et ce bastion qui est bien, en tout cas, pénétré par, justement, quand on voit une liste établie en 2012 du Conseil européen pour les relations internationales, donc vous dites, en grosse partie financée par Soros, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Et au départ, fondé vraiment à son initiative, et avec donc avec les personnels, comme je vous disais, qui passent d'une réalité à l'autre de sa fondation, de ses différents think tanks, German Council on Foreign Relations, ECFR, etc. Et c'est intéressant de voir, en tout cas en 2012, je ne sais plus s'ils y sont tous, il y avait Daniel Cohn-Bendit, Alain Minc, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale du Monde, Bernard Kouchner, Aurore Lalucq, qui est toujours président de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen, qui est proche de Raphaël Glucksmann, Nathalie Loiseau, Alexandre Adam, Ursula von der Leyen, bien sûr, directeur de cabinet adjoint de la présidente Ursula von der Leyen, Amélie de Montchalin, etc. Donc en fait, c'est intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse juste, la dernière question, Pierre-Antoine Plaquevent, qu'est-ce qui fait que
il y a quand même un silence assez, en Europe, hein, je parle toujours de l'Europe, un silence très éloquent quand il s'agit de Soros ou d'autres, et une espèce d'explosion, alors d'indignation, où on sent que c'est vraiment, ça y est, c'est la percée des Ardennes, c'est les Panzerdivisions de Musk qui arrivent pour nous juguler. Qu'est-ce qui fait, à quoi est due cette différence de traitement ? C'est la peur de la perte d'influence sur la zone Europe de ces réseaux. Ouais. Vous avez récemment, justement, on voyait à la télévision Christine O'Krent qui s'alarmait, qui faisait toute une explication. Eh bien, ce sont tous ces gens-là qui sont liés à ces réseaux-là au travers de l'ECFR, qui ne nous ont jamais parlé dans leurs médias. Chaque année, le CFR se réunit dans une grande capitale européenne, réunit 300 de ses membres, et parmi des gens les plus influents en Europe. Et quel reportage avons-nous vu sur cette réalité-là depuis ? On n'en parle jamais. Vous avez d'autres réalités de ce type-là. Ce serait passionnant de faire des émissions politiques sur ça, parce que ça nous concerne. Et donc il y a la peur maintenant d'être face à des réseaux qui en fait ont compris depuis déjà Steve Bannon avait compris cela durant la première campagne de Trump et avait utilisé à cette époque Facebook, et puis maintenant ça s'est intensifié. Donc en fait les conservateurs américains ont réussi à mettre en place des outils de soft power qui au départ n'étaient utilisés que par ce qu'on appelle aux États-Unis les libéraux, enfin la gauche globaliste. Donc maintenant ils sont un peu pris à leur propre piège, parce que mais la différence c'est que c'est ouvert. Par exemple, quand ces gens disent c'est nouveau ce que fait Musk, non, c'est faux. On sort d'une phase en fait, même comment dire, à un niveau même géopolitique, les puissances extérieures à l'Occident préfèrent avoir en face d'eux des adversaires qui jouent carte sur table que cette espèce d'impérialisme à visage humanitaire qui en fait a fait des ravages depuis la fin du bloc soviétique. Tout à fait. Tous ces gens-là finalement se retrouvent face à un adversaire inédit. Oui, c'est ce qui fait leur peur. Les faux philanthropes et les vrais impérialistes.